Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette deuxième journée du colloque Maternité dystopique en fiction contemporaine. Donc, pour aujourd'hui, on va débuter dans quelques minutes avec une table ronde intitulée Pour une réflexion écoféministe de la maternité. Ensuite, vers 11h30, on va avoir notre dernier panel de ce colloque qui va s'intituler Maternité et science-fiction, héritage féminin. Pour les participants et participantes qui sont dans la salle en présentiel, on va faire tirer après la table ronde quatre cartes cadeaux de la librairie féministe Le Guélion. Donc, on vous invite au fond de la salle, j'ai mis un gobelet de café avec des petits post-it. Donc, vous pouvez inscrire votre prénom puis votre nom, puis déposer votre papier dans le gobelet. Puis, c'est ça. Après la table ronde, on va faire tirer ces cartes cadeaux. Pour les personnes en Zoom, si vous avez des questions, on va avoir une période de questions vers 11 heures pour nos invités de la table ronde. N'hésitez pas à utiliser l'onglet dans le Zoom qui est une main levée. Sinon, vous pouvez ouvrir votre caméra et poser une question. Donc, n'hésitez surtout pas. J'inviterai les invités, nos invités pour la table ronde, Élise Warren, Marie-Josée Martin, puis Elsa Pépin à se joindre à nous. Donc, on aura Marie-Josée Martin qui va être en Zoom. Vous pouvez prendre place. Merci et bonne deuxième journée de colloque. Ouais, la même chose. Oui, parce que bienvenue à cette table ronde qui est intitulée Pour une réflexion écoféministe de la maternité. Merci beaucoup d'être avec nous, Elsa, Élise et Marie-Josée. C'est vraiment un plaisir pour nous de vous avoir aujourd'hui. Donc, on vous présente rapidement. Je laisse commencer à... On accueille aujourd'hui Élise Warren. Élise Warren poursuit un doctorat en recherche-création au sein des études littéraires à l'Université du Québec à Montréal. Elle a fait sa maîtrise sur les possibilités politiques de la science-fiction féministe et, dans le cadre de sa thèse, elle s'intéresse à l'écriture de la perte intergénérationnelle d'un point de vue écoféministe. Donc, on a également avec nous Marie-Josée Martin, qui a grandi au Québec à une époque où les rampes d'accès passaient pour des objets insolites. Donc, son deuxième roman, Un jour, ils entendront mes silences, en 2012, a été couronné de 4 prix littéraires, dont le prix du livre d'Ottawa. Et en 2021, elle a publié L'ordre et la doctrine, premier tome de la trilogie d'anticipation féministe après Massala. D'ailleurs, on attend impatiemment le deuxième tome. Je parle pour moi. Donc, elle a aussi contribué à plusieurs collectifs, dont Raconter Vanille en 2017 et qui est consacré au quartier qui est le sien depuis 15 ans à Ottawa. Elle écrit tout en exerçant le métier de traductrice réviseuse. Donc, merci d'être avec nous. Finalement. Donc, finalement, on reçoit également Elsa Pépin, qui est écrivaine, éditrice et journaliste. Elle a été chroniqueuse, recherchiste et animatrice pour des émissions littéraires. Elle a fait paraître le recueil de nouvelles Quand j'étais l'Amérique en 2014, qui a remporté le prix littéraire des enseignants AQPF ANEL et les romans Les Sanguines en 2016, en 2016 et Le Fil du Vivant en 2022, qui est finaliste au prix littéraire des collégiens en 2023 et dont les droits ont été achetés pour une adaptation cinématographique. Elle a dirigé 2 ouvrages collectifs. En 2011, Amour et libertinage pour les trentenaires d'aujourd'hui et en 2019, Dans le ventre, Histoire d'accouchement. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Peux-tu commencer? Donc, pour commencer, on demanderait à nos autrices et nos invités de résumer brièvement en quelques mots leur roman ou pour Élise, ses recherches et ses travaux. Donc, on vous invite à dire ça en quelques mots brièvement. C'est comme la question la plus difficile, résumer en quelques mots. Mais il y a plusieurs façons de raconter le fil du vivant en plus parce qu'il y a plusieurs trames, je dirais. En fait, c'est vraiment une narratrice principale, Yona. C'est son histoire. C'est la mère de 2 jeunes enfants. Elle allait encore. Elle a un petit bébé qui est un petit bébé tout neuf.
Et ça se passe durant un déluge à Montréal. Donc, j'ai imaginé ce qui se passe un peu en ce moment au Québec, c'est-à-dire qu'il pleut, il ne cesse de pleuvoir, puis en fait, Montréal, on évacue Montréal. Donc, Yana et son mari et leurs enfants vont quitter la ville, puis vont aller s'installer dans un manoir au nord du Québec. Et ils vont donc être dans un espèce de mode survie avec des amis, la famille de Nils, son mari. Et c'est donc en fait une sorte d'étude sur comment est-ce qu'on réagit face à la peur, à la menace, oui, au danger. Et Yona, donc c'est elle qui raconte l'histoire. Donc elle est à la fois prise dans cette expérience extrême de la maternité dans les tout débuts, avec des flashbacks, des souvenirs qui remontent de son passé où elle a été beaucoup dans la fête, elle a fait beaucoup d'expériences de drogue, puis ça lui revient comme une autre expérience extrême physique qu'elle a vécue. Et il y a l'expérience de la crise. Donc j'ai fait en fait un lien entre tous ces moments où on est menacé peut-être de disparition, ou en tout cas on a l'impression que peut-être on perd une certaine identité, certains contours de nous-mêmes. On pourra en reparler, mais le corps maternel, ben, c'est un corps qui est décloisonné, puis c'est un peu le modèle que j'ai voulu raconter dans un contexte où on est peut-être forcé d'être décloisonné aussi par rapport aux autres formes de vivants. Donc, voilà. Merci beaucoup. Est-ce que, Marie-Josée, tu voulais peut-être poursuivre, donc nous parler un peu de ton œuvre, de ton roman? Merci, Marion. Alors, L'Ordre et la doctrine, qui est, comme tu l'as mentionné, le tome 1 de la trilogie après Massala, et se situe dans un univers où, dans le fond, le pire est arrivé, hein, une série de catastrophes écologiques, politiques. Je reste un peu vague sur les événements exacts, mais il y a une série d'événements qui ont complètement réduit à néant les infrastructures qui existaient auparavant, les systèmes économiques et tout, et qui ont aussi considérablement réduit la taille de l'humanité. Il ne reste plus beaucoup de monde. Mais sur les cendres de ce qui avait été, une nouvelle société est apparue, est portée sur les épaules d'une femme qui va devenir une sorte de messie pour les gens. Et l'histoire, l'ordre et la doctrine commence à peu près 3 siècles après ce grand bouleversement. On le reconstruit. Il y a une nouvelle période, un nouvel âge d'or, dans le fond, qui commence et ça va bien. Mais c'est une société matriarcale qui a été construite autour de cette figure féminine de Messie. Mais il y a des hommes que j'appelle des vires dans l'ombre qui, qui ont un peu la nostalgie du passé, comme il est très humain d'avoir le bon vieux temps. Tout le monde, des fois, est tenté de s'imaginer que c'était mieux avant. Alors, dans l'ombre, ces vires nostalgiques, ils vont essayer de causer du trouble, d'essayer de, de renverser le travail des mères, parce qu'une des choses que la société matriarcale a fait, c'est qu'il y a un contrôle assez serré de la natalité pour maintenir la symbiose planétaire. Et donc, on va découvrir cet univers-là en suivant différents personnages. Une jeune adolescente qui vit parmi les mères qui sont, enfin, une espèce d'ordre religieux. Ce sont elles qui procréent. La procréation est limitée à l'intérieur de cet ordre-là. Et on suit aussi des personnes à l'extérieur qui jouent différents rôles dans la société, ce qui permet de découvrir la structure économique, aussi comment on préserve l'histoire, qu'est-ce qu'on se rappelle du passé. Et le tome 1 nous laisse à peu près là, on voit une histoire d'amour, il y a un vol, alors un peu de mystère, de quoi plaire à tout le monde. Et ben, c'est sûr, l'histoire se déploie davantage là, dans les deuxièmes tomes et le troisième qui clora la série. Je ne vais pas trop en dire, mais voilà en gros. Merci beaucoup. En tout cas, on a hâte. Je parle vraiment pour moi encore ici. Et Élise, est-ce que tu voulais
en fait, on a lu ton mémoire de maîtrise, entre autres, mais tu peux aussi nous parler de tes recherches doctorales en ce moment. Oui, c'est ça. Quand j'ai vu que vous avez lu mon mémoire de maîtrise, j'ai fait « Oh non, cette affaire-là est publique, c'est vrai. » Mais non, mais ça m'a permis d'aller le revisiter puis de voir aussi qu'il y a une continuation dans mes recherches. Des fois, on met des éléments qui nous habitent, puis on continue à les explorer. Mais brièvement, durant mon mémoire de maîtrise, je voulais explorer le genre de la dystopie, voir comment ça peut être utile ou comment il y a quelque chose de proprement science-fictionnel dans les discours féministes. Il faut s'imaginer un futur où on peut s'imaginer aussi que c'est un futur qui est pire et que c'est un genre qui était vraiment beaucoup exploré par des femmes, des féministes. Et je m'intéressais, c'est ça justement, à comment une dystopie, ça grossit un peu les traits de notre société actuelle. Et je me disais, ben, quels traits de notre société patriarcale dans une situation post-crise climatique vont être grossis. Et le roman que j'avais écrit, c'était vraiment une séparation des hommes et des femmes pour un peu illustrer comment on grandit dans des mondes séparés, même si on cohabite ensemble. Et donc, c'est une espèce de ville recouverte d'un dôme. Il y a une déconnexion avec la nature. Il y a une déconnexion entre les gens. Et c'est une ville complètement composée de verre, donc tout le monde s'observe, tout le monde se sent observé, tout le monde se regarde. Un seul mur de béton, c'est celui qui sépare les hommes et les femmes. Et il y a tous ces discours presque mythiques qui s'installent entre les hommes sont comme ceci, les femmes sont comme cela. Il y a un concours de féminité, puis on reproduit les mêmes performativités des genres, même si les hommes et les femmes sont séparés. Et c'est l'histoire d'une narratrice qui découvre un journal personnel d'une jeune fille en 2017-2019 et qui est contaminée par sa lecture et qui voit justement son univers différemment, qui voit que les murs sont transparents et c'est ça, qui se ramasse finalement à se retrouver du côté des hommes. Donc ça, c'est peut-être un résumé rapide. Puis maintenant, je m'intéresse plus à justement cette filiation. Ici, c'est peut-être entre filiation de papier. Je pense que vous avez utilisé ce terme-là en écrivant. Mais c'est surtout cette idée que pour peut-être mieux habiter la nature, mieux être en connexion avec le territoire, il faut peut-être avoir conscience des histoires qui nous ont été transmises, des spectres qu'on transporte en nous. Et donc, c'est pour ça que ça s'est un peu transformé vers de l'écoféminisme un peu plus. Donc, c'est ça, je pense que ça fait un peu le résumé comme ça. Merci beaucoup. Donc, comme première vraie question, j'aurais envie de parler de la crise écologique, qui est vraiment au cœur de vos 3 romans. Dans Le fil du vivant, donc la crise, elle est représentée par les inondations à Montréal, entre autres, qui amènent soudainement une espèce de dystopie, apocalypse au présent. Dans La récolte des nénuphars, donc la ville est protégée par un dôme. On sait qu'il y a eu une crise écologique qui a mené à ça. Et dans l'ordre de la doctrine, donc en fait, comme tu l'as mentionné, Marie-Josée, la société est construite après une crise écologique, après des bouleversements écologiques. Et dans le fond, j'aurais aimé ça savoir quel est votre rapport d'autrice à la crise écologique et pourquoi avoir choisi le genre dystopique, utopique, spéculatif pour en parler. Donc, je ne sais pas si l'une de vous voudrait commencer. Elsa, on dirait qu'on se tourne vers toi. D'abord, c'est ça. Moi, je conçois mon roman pas tout à fait comme une dystopie, dans le sens où pour moi, c'est le présent. Mais j'imagine une forme de présent où peut-être il y aurait plus de pluie, puis on serait rendu à cette étape où il faut évacuer une ville, il faut évacuer Montréal, ce qui est une réalité que beaucoup de pays, de villes vivent. Donc, c'est ça, il y a beaucoup de gens qui viennent me dire « Ah, prophète de malheur », ou tu sais, et je fais comme « Mais ça existe déjà, c'est une réalité. » Je pense que moi, comme écrivaine, je pense que les artistes, en tout cas, comme en tant qu'écrivaine, c'est un peu une mission que je me donne ou que j'ai envie de me donner d'imaginer des futurs possibles. Tu sais, je pense qu'on imagine peu le monde autrement que dans les scénarios post-apocalyptiques. Puis c'est justement contre ces scénarios-là que j'avais envie d'écrire d'une certaine façon, d'imaginer pas ce qui va arriver après la catastrophe, mais dans le monde dans lequel on est en ce moment, qui est un monde en transition, le changement est comme inéluctable, il me semble. Donc, l'idée, c'est comment penser le changement, comment penser cette zone où on n'est pas encore détaché des choses qu'on doit
délaissées, il y a des choses qui doivent tomber, un certain ordre, un système, peut-être système patriarcal, on peut le nommer de plusieurs façons, capitaliste. Puis il faut imaginer aussi ce qu'il y a après. Fait que cette zone-là, la transition, c'est toujours une zone inconfortable. On le voit avec les enfants. Dès qu'il y a une transition, ça se passe mal. Mais les adultes aussi, on le vit très mal, je pense. Puis donc, mon roman, il est beaucoup sur le mouvement. C'est une mise en mouvement à travers une histoire intime, à travers le corps d'une mère. Puis pour moi, le corps de la mère, je l'ai pris comme un peu une allégorie du corps social. C'est-à-dire, c'est de là que prend naissance l'humanité. C'est le premier lien qu'on a à la vie. Puis, pour parler des liens, je trouvais que c'est juste venu comme ça. C'est à travers cette idée que c'est elle, la mère, qui crée le premier lien. Donc, c'est à partir de cette base-là qu'on peut imaginer une humanité autrement si on prend ce modèle-là. Puis c'est ça, c'était vraiment important pour moi que ce soit pas désespéré aussi. Je suis une optimiste naturelle. Je me suis des fois posé la question si j'étais naïve, puis c'est une des questions que je me suis posée avec mon personnage de Yona. Est-ce qu'elle est naïve parce qu'elle veut pas quitter Montréal? Elle dit, mais non, faut rester, faut être solidaire. Nils, son amoureux, lui, il est comme, mais non, la crise, ça va créer des conflits, il faut quitter, il faut se protéger. Lui, il a vraiment une posture de protection, il se sent menacé, puis contre la menace, il va s'isoler. Puis finalement, mais je pense que Yona, elle apprend aussi de Nils. Pour moi, il n'y a pas juste, c'est pas deux postures qui s'opposent, puis il y en a une bonne et une mauvaise, c'est deux façons de réagir. Donc, je pense que je cultive plutôt une joie lucide. Donc, je pense que de toute façon, on n'a pas le choix d'imaginer la suite. Sinon, puis pour moi, c'est ça. Être dans un contexte où j'essaie d'imaginer ce qui pourrait peut-être nous aider à traverser la crise, même si c'est pas une solution, mais c'est des pistes. On dirait que ça me permet de croire que ça se peut. Puis je pense qu'il y a beaucoup de lecteurs qui ont apprécié le fait qu'ils n'ont pas fermé le livre en se disant « Mon Dieu, quelle catastrophe », comme mettons The Road, qui est un livre magnifique, mais on est complètement angoissé quand on finit ce livre-là. Puis ces livres-là ont le droit d'exister, là, c'est pas c'est juste que c'était pas ça que j'avais envie de raconter. J'avais envie de dire que pour moi, il y en a encore de l'espoir. On dirait que face à un défi, je me dis toujours quelle est la solution. Tu sais, c'est ma façon de penser. Alors, c'est ce que je vous transmets. Ouais. Merci. Élise, Marie-Josée. Ah, Élise, vas-y. Mais je suis d'accord avec Elsa que faut un peu, en quelque sorte, apprendre à vivre avec la crise, puis s'imaginer à vivre dans les ruines. Je pense que j'emprunte l'expression d'une chercheuse, Anna Helsing, qui dit on cherche en quelque sorte à préserver une espèce de nature parfaite qu'on veut pas pas qu'elle soit détruite. Alors que on est déjà dans les changements climatiques, c'est pas quelque chose qui va venir, c'est déjà qui a cours en ce moment. Il y aura pas non plus un effet catastrophe, bombe nucléaire, toutes les catastrophes arrivent en même temps. Ça va être très progressif, on va s'y habituer, on s'habitue déjà. On se détache déjà de tous ces changements climatiques-là. Et en quelque sorte, au lieu de vouloir vivre dans une nature parfaite, belle, intouchée par l'humain, il faudrait plutôt apprendre à vivre dans les ruines, vivre respectueusement avec les ruines de notre société. Puis j'ai l'impression que c'est un peu ce que fait ton roman là, par rapport à ça, ou comment on poursuit. Puis je pense que la littérature permet justement de entretenir une nouvelle manière peut-être d'habiter dans ces natures-là imaginées qui sont très proches de la nôtre. Et ça a ce pouvoir-là de offrir une manière de percevoir différemment, que ce soit esthétiquement ou émotionnellement, ces natures détruites. Et je pense que c'est ça l'intérêt d'écrire sur des crises écologiques ou de s'imaginer beaucoup, beaucoup plus tard, après tous ces changements-là, ou de s'imaginer au tout début. Je pense que c'est quelque chose qui habite notre présent, cette idée de la crise, mais en même temps d'en faire quelque chose de peut-être moins spectaculaire, moins extraordinaire, parce que ça sera pas extraordinaire, ça sera pas spectaculaire. C'est maintenant, c'est dilué. On est déjà habitué à tous ces récits de crise qu'on voit aux nouvelles. Donc,
Donc, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant par la littérature de se ressensibiliser à ça, de montrer comment des personnages sont affectés par la nature, alors que dans la vie de tous les jours, c'est peut-être plus difficile de s'imaginer, d'être plus en contact avec la nature ou d'avoir ces récits-là qui sont souvent pas proposés à nous. Donc, c'est peut-être là la pertinence pour moi de parler de la crise écologique. Merci, c'est vraiment très intéressant. Marie-Josée, voulais-tu ajouter quelque chose? Oui, merci. J'ai pas commencé en me disant je vais écrire une utopie. L'histoire, pour moi, a commencé par un personnage, le personnage de Manouane, qui est un personnage jeune, elle est adolescente. Alors, pour moi, c'est ça, le reste, il s'est imposé. C'est clair que je voulais quelque chose d'optimiste parce que Manouane est quand même quelqu'un qui a confiance dans la vie. Et toutes mes valeurs personnelles sont venues, dans le fond, influencer la trame du livre. Moi, je suis de la génération X. On parlait déjà de problèmes écologiques à l'époque. On parlait des pluies acides, du trou dans la couche d'ozone. Alors, l'écologie, je pense, c'est toujours glissé presque dans ce que j'écris de façon plus ou moins directe. C'est ça. Maintenant, avec la trilogie, c'est vraiment plus présent. Mais je pense qu'étant donné l'importance que ça occupe dans nos vies, c'est normal que ça se glisse dans notre écriture. Tout ce qui nous tient à cœur finit par se glisser dans ce qu'on écrit. Et j'ai, par rapport à la crise écologique, une vision quand même assez optimiste. Parce que je me dis qu'on est capable on a été capable de reboucher le trou dans la couche d'ozone. On a été capable collectivement d'agir et de régler cette crise-là qui en était une. Et maintenant, le trou dans la couche d'ozone est pratiquement réparé au complet. Alors, quand on travaille ensemble, on a cette capacité de régler les choses, ce qui me rend optimiste. Et je pense, un peu comme Elsa le disait, il faut rester optimiste face à tout ça. Je suis optimiste et je pense que même si les livres plus sombres, bien sûr, ont leur place, c'est important d'exprimer nos angoisses, mais il faut aussi avoir collectivement foi dans notre capacité à influencer positivement le cours des choses. Il faut nourrir l'espoir. Merci, c'était vraiment très intéressant. Oui, merci. Donc, pour la deuxième question, on se demandait comment, en fait, les pensées écoféministes et la critique de la société s'inscrivent-elles dans vos travaux et vos romans. Donc, on pensait ici demander à Élise, dont la spécialité est l'écoféministe, de peut-être donner des idées, de nous donner, en fait, des idées fortes de la pensée écoféministe. Oui, OK. Je peux en parler pendant des heures, là, ça m'intéresse tellement. Peut-être que les deux aspects principaux de l'écoféminisme, c'est d'un côté observer la manière que l'exploitation de la nature, l'exploitation des femmes, historiquement, socialement, il y a des liens qui se tissent entre les deux, que ce soit de féminiser la nature pour mieux l'exploiter, mieux la déchiffrer et naturaliser les femmes pour aussi mieux les exploiter. Il y a toute une linguistique qui se rapproche entre les deux. On peut penser à toutes ces images de mère patrie. Déjà, c'est un peu oxymorique, là, mais une mère patrie ou la terre-mère ou qui vient en fait en quelque sorte de tradition où c'était valorisé tout ce qui était socialement attribué au féminin. Donc des valeurs plus matricielles, des valeurs qui sont plus dans le soin, cette espèce aussi de sacralisation de la maternité, de l'enfantement. Puis les écoféministes vont beaucoup aller puiser dans ces cultures présentes et passées où il y a vraiment une valorisation d'un autre rapport à la nature. Qui a été réprimée et l'exemple qu'elle donne souvent, c'est par la chasse aux sorcières, où il y avait ces femmes qui étaient beaucoup plus en contact avec la nature et il fallait évidemment s'en débarrasser parce que ça posait problème à l'idée de la rationalité pure, de la nature morte, qui était vraiment un discours qui a vraiment profité au capitalisme et de l'expansion, la colonisation, l'exploitation. Donc ça, c'est peut-être d'un aspect, un retour historique
écologique par rapport au lien entre femmes et nature. Peut-être dans un second aspect, c'est cette idée de afin de contrer la crise écologique, peut-être faut retourner à ces valeurs dites féminines ou matricielles au lieu de s'émanciper en tant que femme en adhérant à des valeurs virilistes, capitalistes, d'expansion, de domination, parce qu'on se fait dire un peu que l'égalité vient par, en fait, atteindre l'état que les hommes incarnent dans la société. Et quand je dis homme-femme, je dis socialement de façon constructiviste, là. Mais c'est ça, donc en quelque sorte, il faudrait peut-être retourner plus vers le care, le soin, qui c'est un fardeau sur les femmes, mais ça serait peut-être une manière de mieux habiter les territoires précaires, de peut-être entretenir une meilleure relation à la nature, qui en ce moment, socialement, les pays occidentaux n'entretiennent pas une relation saine avec la nature, sinon on ne serait pas dans cette situation. Donc, ce serait peut-être les deux aspects principaux que les écoféministes font. L'intérêt que moi je trouve dans les études d'écoféministes, c'est vraiment d'observer les dynamiques environnementales en observant en quelque sorte c'est qui que ça affecte en premier. Donc, les femmes vont payer le prix en premier de la crise écologique. Les femmes de couleur vont payer le prix encore plus de la crise écologique. Et donc, ça permet de mettre des couches de pression sur cette question qui touche l'entièreté de l'humanité, mais qui ne va pas affecter les personnes de manière égale non plus. Puis on le voit avec où se trouvent les catastrophes dans le monde. C'est pas dans les pays qui ont créé cette disruption avec la nature. Donc c'est ça. Donc c'est peut-être ça l'intérêt pour moi d'avoir une perspective écoféministe. Puis j'ai l'impression qu'une fois qu'on rentre là-dedans, c'est très difficile de s'en sortir. On le voit partout. Mais ça pose quand même beaucoup de questions. Il y a plusieurs champs aussi, des écoféministes spirituels, il y a des écoféministes qui, par exemple, vont être contre la reproduction de tomber enceinte. Donc, ça pose la question aujourd'hui aussi, là, puisque c'est les maternités dystopiques. Donc, je dirais que c'est ça. En général, je pense que ça fait un peu le tour de l'écoféminisme. Merci. Merci beaucoup, Élise, pour ces explications. C'était vraiment très intéressant. Donc, pour Marie-Josée et Elsa, donc, comment, en fait, cette pensée écoféministe s'inscrit-elle dans votre roman? Dans vos démarches, peut-être, dans votre... Comment ça résonne, peut-être? Oui, en fait, moi, je connaissais pas l'écoféminisme quand j'ai écrit Le fil du vivant. Donc, c'est pas une grille que j'avais de pensée ou d'analyse. C'est intuitivement, je pense que ce lien-là est arrivé dans l'histoire. C'est comme l'écologie, dans le fond, c'est l'étude du milieu. Là, le premier milieu, c'est la maison. Moi, j'ai envie de dire que les mères, pour moi, c'est comme des premières écologistes naturelles, dans le fond, qui construisent le foyer, la maison. J'ai été beaucoup inspirée par la pensée de Déborah Lévy, qui dit que si les femmes conçoivent leur maison selon leurs désirs, si elles créent des murs entre lesquels s'épanouit le bonheur des enfants, quels sont les architectes de ce bonheur, ce qui est énorme. Elle dit que ça demande beaucoup d'imagination et d'empathie, et que si les femmes peuvent créer un autre type de foyer, elles peuvent reconstruire l'ordre d'un autre monde. Puis c'est vraiment une pensée qui m'a inspirée beaucoup dans l'écriture de ce livre. Je pense en effet que ce qu'on vit dans la maternité, quand on élève des enfants, puis là j'inclus les hommes aussi, là, il y a comme un présent qui est en perpétuel changement, il faut tout le temps s'adapter, on se sent très vulnérable, il y a une très forte vulnérabilité et en même temps, comment je dirais, une force de ça, c'est-à-dire qu'on est tout le temps en train de recommencer, de se réinventer pour trouver des forces dans ce qui nous rend, qui nous aliène parfois. Puis je pense que si on arrive à trouver un équilibre dans qui est un équilibre précaire, mais c'est une forme de modèle on peut reproduire à l'échelle collective, en tout cas j'ose le croire. Fait que c'est un peu ça, moi, c'est ce qui m'a inspiré, c'est que je me suis rendu compte que face à la crise climatique, les enjeux qu'on avait, c'était qu'est-ce qu'on fait face à l'inconnu, face à la peur ça m'a intéressé beaucoup ce qu'Élise a dit sur la destruction. On doit vivre dans les ruines, dans un monde détruit, parce que moi, ce qui m'est apparu comme mère, puis le personnage de Yona le vit, c'est que
là, j'étais une mère, fallait que je maintienne la vie, que je sois dans la préservation, mais j'étais aussi cette femme qui avait été dans la destruction. Puis la destruction fait partie de la vie. Puis je pense qu'il y avait une expérience dans la prise de drogue, qui est comme dans le rite dionysiaque, il y a une expérience qui est liée au cycle de la fertilité, mais au cycle de la vie, de la mort. On teste nos limites, nos résistances, on perd, il y a une sorte de dissolution de l'ego aussi, une dissolution de notre identité, on devient comme un corps poreux. Et là, ça rejoint pour moi le rapport à la nature, parce que il y a quelque chose dans la prise de drogue où on est connecté aux éléments et on n'est plus un être humain socialement défini avec une identité. La persona n'existe plus. Puis je trouve qu'il y a quelque chose d'inspirant parce que forcément, tout à coup, on a l'impression de parler le même langage. Il n'y a plus cette hiérarchie entre les différentes formes de vivants. J'ai beaucoup de choses à dire, puis que là, je perds un peu le fil, mais je pense que oui, il y a quelque chose. Donc, moi, c'est ça ce que j'ai voulu faire, c'est montrer que dans la fois la maternité et d'autres formes d'expériences physiques extrêmes, ben, c'est des expériences qui, dans l'intime, c'est des vraies révolutions intimes, mais je pense que ça peut être un modèle pour des révolutions sociales et collectives. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci, c'est vraiment très intéressant. Marie-Josée, est-ce que tu voulais continuer sur cette question? Oui, je trouvais ça intéressant, Élise, la façon dont tu fais le rapprochement entre le care et l'écologie, parce que sans le formuler comme ça, il y a vraiment le même mouvement en moi qui s'est fait. Un leitmotiv pour moi tout au long de l'écriture de ça, c'était nourrir la vie, nourrir la vie, nourrir la vie au sens large, pas juste. Bon, il y a l'écologie, oui, mais il y a aussi nourrir la vie parce que le récit est centré beaucoup autour des mères, de cet ordre qui est dévoué qui se consacre à la procréation. Alors, nourrir la vie dans tous les aspects, toujours se placer du côté de la vie euh, pour assurer ce cycle-là. Et une des choses que j'essaie de faire, c'est d'appliquer cette idée-là dans vraiment tous les aspects, même à l'économie. Alors, réfléchir à l'économie, qu'est-ce que ça veut dire nourrir la vie? Et c'est pour ça que j'ai fait des lectures sur les sociétés matriarcales pour m'inspirer pendant que j'écrivais. Et une des choses qui ressortait beaucoup, c'est que souvent les sociétés matriarcales ont été des sociétés fondées sur le don. Alors, c'est l'approche que j'ai décidé d'utiliser dans mon roman. Et tout ça, bien sûr, rejoint l'idée de l'écoféminisme parce que les femmes, bon, au-delà du don de la vie qui vient quand on enfante, on a une façon de s'organiser, une sororité, un entraide qui vient souvent dans les groupes de femmes. Alors, tout ça a alimenté l'écriture. Merci beaucoup. Dans l'écoféminisme, dans le care, évidemment, c'est un peu là que prend place peut-être la maternité, justement. Puis j'aimerais ça, en fait, t'entendre parler rapidement, Élise, mais par rapport au fameux dilemme d'enfanter ou de pas enfanter, ça revient dans ton roman Elsa, ça revient dans le roman que tu écris pour ta maîtrise, puis c'est au contraire chez toi, Marie-Josée, c'est plutôt comme l'exacerbation de la maternité, donc elle va prendre beaucoup de place dans la société. Comment cette question-là de l'écologie et de la maternité a pris place dans vos romans par le fait qu'on se questionne, est-ce qu'on doit enfanter, est-ce qu'on ne devrait pas enfanter? Bon, j'imagine que dans votre cas, c'est oui, mais comment est-ce que cette question-là a pris place dans votre travail, dans vos œuvres? Oui. Je vais y aller. C'est intéressant la question de la maternité avec l'écologie parce qu'il y a beaucoup d'écologistes qui vont dire on est trop, il y a une surpopulation, alors arrêtons de faire des enfants. Et des écoféministes aussi en France ont ce discours-là. Moi, j'avoue, je me prends une certaine distance avec ce discours parce que, évidemment, le contrôle des populations, le contrôle de l'enfantement, pour moi, c'est toujours été un problème où
comme on a inventé la pilule contraceptive pour que les pauvres arrêtent de se reproduire. On continue de rendre accessible la pilule contraceptive dans les régions les plus pauvres en Afrique, parce que c'est l'Afrique qui pose problème. Ils font trop d'enfants, mais il y a tout un discours raciste derrière. Pour des femmes autochtones, enfanter, c'est une question de survie, c'est une question c'est une lutte contre la colonisation. Donc, je trouve il y a tellement de beauté dans la maternité, l'enfantement, et c'est au choix de chaque personne s'ils veulent procéder ou pas, mais d'en faire un contrôle, le contrôle des corps en général, de dire on n'a plus le droit de l'en faire, ou jusqu'à maintenant, vous êtes obligé d'en faire. Ça me pose problème, ça, ce contrôle-là des corps. Mais certaines personnes disent, et c'est peut-être... en fait, c'est ça, dans le roman que j'avais écrit, il n'y a pas de maternité possible, mais c'est pas un choix non plus. Donc ça, pour moi, l'autre revirement est pas nécessairement mieux. Et ces enfants-là sont comme produits à l'extérieur du corps, des corps dits féminins. Puis il y a certaines écoféministes comme Françoise Daubonne qui ont un peu fait qui ont essayé de tisser pourquoi le patriarcat est venu, pourquoi il y a eu une domination des hommes sur les femmes. Et sa théorie à elle, c'est une espèce de jalousie de ce pouvoir sacré de pouvoir enfanter, cette espèce de contrôle de naissance de la vie qu'il fallait contrôler. Donc c'est là qu'est venu le contrôle du corps des femmes à partir de ça, selon elle. Je trouve ça intéressant, cette idée d'interdire, c'est ça, comme Elsa disait, la mère, c'est un peu un rapport au territoire aussi de donner vie, d'essayer de donner vie à la nature aussi. Ce rôle-là, peut-être qu'on devrait tous être des mères sans nécessairement enfanter, mais d'avoir ce rôle maternel peut-être envers la nature, c'est peut-être quelque chose d'intéressant. Puis ce discours-là, c'est une crise écologique, on est trop sur la planète, faut arrêter d'avoir des mères, faut arrêter de faire des enfants. C'est à nuancer en quelque sorte. J'ai l'impression, surtout qu'il y a certains discours contre la surpopulation qui ont été démentis, qu'on serait capable d'être autant, mais c'est juste la manière qu'on vit qui est pas possible. Donc c'est ça. Donc j'ai l'impression que c'est une belle question que vous posez. Je vais laisser la parole. Je vais m'insérer rapidement parce qu'il y a évidemment ce contrôle-là, cette interdiction-là. On dit on doit arrêter d'enfanter, mais il y a aussi peut-être le désir que certaines personnes ont de ne pas mettre au monde des enfants dans un monde qui va sûrement devenir dystopique ou post-apocalyptique. Donc, je pense que dans ton roman, Elsa, tu le mentionnes aussi, donc il y a des femmes de l'entourage du personnage qui ont dit « Ah, moi, je pourrais pas mettre au monde un enfant alors que la crise écologique va... » Donc, c'est aussi dans cette optique-là aussi de vraiment une vision qu'on pourrait avoir sur la maternité. Donc, je vous relance la balle. Oui, c'est super intéressant, Élise. Je prenais des notes parce que c'est une question complexe qui est qui est tentaculaire. Mais c'est ça. Moi, dans mon roman, j'ai choisi un personnage qui choisit d'avoir des enfants. C'était vraiment la posture que je voulais explorer. Parce que c'est ça. Pour moi, il y a comme l'idée que si on exclut de faire des enfants, ça veut dire qu'on exclut l'expérience de la maternité de notre humanité. Ça me semble tellement incohérent dans le sens où c'est un savoir et une expérience si riche dont on a besoin aussi dans notre mode de survie, parce que les enfants ont un savoir à nous apprendre. Yona, elle apprend beaucoup de ses enfants qui, eux, sont pas si attachés au passé, ils sont dans un rapport nouveau au monde, tout s'inaugure tout le temps. Puis c'est inspirant, c'est une des manières qui m'a le plus donné le goût de la vie, tu sais, d'observer des enfants. Fait que je me dis, il y a quelque chose qu'on va perdre si. Mais après, je comprends les gens qui n'ont pas envie de faire des enfants parce qu'ils ont peur du futur. C'est une réalité, puis de plus en plus répandue. Mais c'est ça, d'exclure l'enfantement, c'est comme c'est quelque chose que j'ai de la difficulté à imaginer. Après ça, c'est aussi dans mon livre, je voulais raconter l'idée de comment est-ce qu'on peut bâtir un nouveau monde, comment on peut l'imaginer. Je me suis inspirée beaucoup de la pensée de Nietzsche qui dit pour construire un temple, il faut en détruire un, il faut laisser des choses derrière. Mais pour moi, dans ce monde-là, il me semble que les enfants doivent faire partie c'est un pari, hein. Faire un enfant, c'est comme le plus gros pari de la vie. Puis c'est le pari de croire. Pour moi, c'est croire, vraiment. C'est spirituel, c'est pas religieux forcément, mais
ouais, après ça, de les inclure dans ce grand mystère qui va mener à la mort, je sais pas laquelle, c'est aussi un pari difficile, mais c'est le pari que j'ai envie de raconter. Ouais. Merci beaucoup, Marie-Josée. Le rapport avec la maternité et le futur, disons. Intéressant d'entendre Elsa et Elise. Euh, j'ai soulevé un peu les mêmes enjeux. Le contrôle des naissances, le contrôle du corps des femmes sont des thèmes vraiment très, très présents euh, dans la trilogie. Euh, la question de continuer de faire des enfants face à la crise écologique, j'en parle pas dans le tome 1, mais c'est un sujet que j'aborde dans le tome 2. Alors, le personnage de Manouane qui regarde le passé, qui dit comment que les femmes ont continué de faire des enfants face à ce qui se passait. Et pour moi, il y a aussi une autre dimension qui est celle que dans notre société actuelle, comment on soutient les femmes quand elles ont des enfants. Parce que euh, le choix de la maternité appauvrit beaucoup les femmes dans notre structure sociale actuelle. Et une de mes motivations en créant la trilogie était d'explorer une façon différente pour empêcher ça, pour empêcher que les femmes soient appauvries par la maternité. Mais il n'y a pas seulement les femmes qui sont appauvries. Euh, dans la structure actuelle, tout le monde y perd parce que les enfants sont toujours super pressés. On les porte de la garderie à l'école, puis il y a les activités le soir. Et il y a cette course perpétuelle. Même les pères aussi vont se retrouver souvent à payer le prix s'ils veulent être actifs. Des pères impliqués, eux aussi vont vivre le stress, mais jamais au même niveau que les femmes, c'est sûr. Mais pour moi, tout ça faisait partie de la réflexion autour de la maternité. Puis l'idée, pour en revenir aussi au contrôle du corps des femmes, euh, clairement, c'était vraiment une idée très, très porteuse là, dans, dans la trilogie après Massala. Et pour moi, l'idée d'avoir un ordre religieux qui encadre les naissances, c'était aussi de s'assurer que les hommes ne pouvaient plus avoir ce contrôle sur le corps. Les femmes, en créant une institution, on se donne le pouvoir de pleinement contrôler le corps féminin et comme elle, comme elle le voit le plus approprié. On peut. C'est une expérience. Bon, l'écriture est toujours. C'est une expérience, c'est une exploration. Je ne dis pas que c'est la façon de procéder, mais c'est clair que le patriarcat est problématique en ce sens qu'il continue encore aujourd'hui de vouloir exercer un contrôle sur le corps des femmes. On le voit aux États-Unis, on pensait que la question était réglée, puis ça l'est pas, là. On a interdit de nouveau l'avortement, puis on ne s'aventure pas là. Merci beaucoup. Oui, donc on avait envie pour la prochaine question de s'intéresser au vivre ensemble et à la communauté de femmes, de mères. En fait, dans vos trois romans, puis aussi dans la création de Élise, les questions, c'est ça, du vivre ensemble, plus précisément de mères amies et ensemble dans un monde utopique, dystopique, ou un moment où la catastrophe se vit au présent. Comment cela, en fait, cette amitié-là, se vivre ensemble dans la communauté, se déploie-t-il dans vos œuvres et en quoi donc la maternité y occupe une place importante? Oui, ben moi, c'est ça, dans mon roman, dans le fond, Nils et Yona, il va y avoir une sorte de rupture. Nils, par rapport à la menace, à la peur, il a comme une réaction presque paranoïaque. Donc, il va disparaître. Peu importe les détails de sa disparition, là, donc ce que j'ai raconté beaucoup, c'est ce que je voulais raconter, c'est une famille. Pour moi, je conçois puis j'ai envie de concevoir la famille comme dans un mode étendu et non juste nucléaire. Pour plein de raisons, parce que je pense que c'est un modèle très restrictif et exclusif.
Puis je trouve que là, dans le fond, l'idée d'imaginer un nouveau monde qu'on connaît pas, il y a toute cette zone inconnue. Ben, je trouve que d'imaginer une famille dans un modèle qu'on va réinventer, c'est aussi une façon de tester nos capacités à s'adapter à une autre forme de rapport. Il y a quelque chose de très beau aussi dans une famille étendue ou de femmes qui s'entraident dans le sens où il n'y a pas de lien de sang. C'est pas, la filiation vient d'ailleurs, puis c'est souvent plus difficile, puis même on peut peut-être dire, ah, c'est plus difficile de s'attacher à des enfants qui sont pas les siens, mais mon Dieu, quel bel acte de générosité, d'empathie, justement, face à l'humain, tu sais, face à, c'est ça que j'avais envie de raconter. Je trouve ça beau. Moi-même, j'ai été dans des familles recomposées, en tout cas de toutes sortes de façons. Puis, ouais, ça demande beaucoup d'humilité, puis ça demande beaucoup ben, tu sais, on parlait du cœur, du don de soi. Puis, donc, moi, puis je pense aussi qu'il y a une solidarité entre mères c'est juste donner la vie, être une mère, jusqu'à un certain point, je pense que c'est presque impossible seul. Ça pourrait l'être, mais juste même l'accouchement, on peut pas vraiment accoucher toute seule. Donc, à partir du moment où on devient mère, on a besoin d'un réseau, on a besoin d'une solidarité. Donc, je sais pas, ça oblige justement à créer une communauté autour de soi. Ouais. C'est vraiment intéressant cette idée-là de solidarité qui se crée entre mères, vraiment. Là. Est-ce qu'Élise ou Marie-Josée, vous vouliez continuer sur cette question du vivre ensemble et de la communauté entre femmes? La communauté devient aussi un réservoir de connaissances qui est intéressant, surtout pour les femmes. Moi, ce dont j'ai parlé, c'est par exemple un savoir corporel. Il y a des choses qu'on ne peut pas apprendre dans les livres. Comment fonctionne le corps de la femme, comment on ressent le plaisir, quel rapport on a à nos règles. Tout ça, c'est quelque chose qui demande une transmission directe. Et puis, dans mon roman, ça se passe vraiment à travers la communauté. Puis, aussi faire de ce savoir-là quelque chose de fort et de riche, pas quelque chose de réprimé dont on a honte, parce que encore dans certaines cultures, les règles sont quelque chose qu'on considère comme étant sale. Euh, mais c'est ça, célébrer ça, c'est célébrer ce savoir qu'on a collectivement comme femmes. Il faut renouer un peu avec les sorcières en nous. Si je peux me permettre aussi, pour rebondir sur cette idée-là de communauté, dans le fond, la communauté de la Massalière, qui est la communauté de femmes dans ton roman, est une autre forme de famille. Donc, il y a beaucoup de mères, beaucoup d'enfants. Il y a d'autres liens qui se forment souvent entre certaines mères et certaines adolescentes pour le passage des savoirs féminins, par exemple. Mais on est vraiment dans une autre forme de famille, finalement. Oui, oui, absolument. Puis les communes aussi, en dehors de la Massalière, les communes sont une autre forme de famille qui, là, est plus structurée autour des talents, des habiletés de chacun. Ce sont des familles vocationnelles. Mais c'est ça, ça permet de tisser toutes sortes de courants. Puis j'explore aussi une forme de mariage qui est différent ou qui devient d'une forme d'alliance entre des communes, ou on pourrait aussi les appeler des maisons, je les appelle des communes. Mais c'est ça. Donc, moi aussi, cette idée d'étendre, de briser le cadre de la cellule familiale pour en faire quelque chose de plus riche. C'est un enjeu important pour moi, comme femme qui n'a pas eu d'enfant, qui vit en solo. Je constate que notre société a besoin de solutions. La cellule unifamiliale ne fonctionne pas. Elle ne fonctionne plus. Effectivement, merci beaucoup. Élise, veux-tu rajouter quelque chose? Je trouve ça intéressant l'idée de communauté entre mères. Moi non plus, j'ai pas fait l'expérience de la maternité, donc je peux juste me l'imaginer pour l'instant. Par contre, je trouve ça vraiment beau l'idée de la filiation entre femmes qui sont pas liées de sang. Je pense que ça résonne. Puis cette idée aussi, comme Marie-Josée l'a dit, de ce savoir corporel qui en quelque sorte, c'est comme une évidence. C'est un savoir qu'on se transmet entre femmes, mais pas nécessairement par l'éducation ou par la société. C'est très dans les marges. Tous ces savoirs-là un peu
qui sont pas intégrés nécessairement par les discours dominants, mais qui ont survécu à travers toutes ces générations-là. Je trouve ça très, très beau. J'ai l'impression que ce soit dans un futur dystopique proche ou lointain ou aujourd'hui, c'est difficile en tant que femme, de vivre dans ce monde si on n'a pas cette communauté de femmes autour de nous. Simplement pour la validation de son expérience, que ce soit une manière c'est ça, le savoir corporel aussi, qui est super important à valider, ne serait-ce que pour mieux se connecter avec la nature aussi. Ça passe par le corps, ça passe par une valorisation des sensations, puis on se fait plutôt dire que nos sensations sont de trop. C'est de l'hystérie, c'est une maladie mentale, c'est ci, c'est ça, c'est de l'hypersensibilité. Alors que il y a quelque chose de puissant d'aller chercher ce savoir-là pour en faire quelque chose d'autre. Et je pense que ça naît de ce rapport-là, peut-être de communauté qu'on peut se créer nous-mêmes, choisi. Donc oui, j'aime beaucoup ça, le mot filiation entre femmes, pas liées de sang. Je trouve que ça porte. Merci, vraiment des paroles inspirantes. Vraiment, on n'a plus beaucoup de temps, donc on s'est dit qu'on allait aller pour la fin parler des fins, justement. Donc, on va revenir à ta création, Élise. Donc, on ne sait pas vraiment si la protagoniste de ton roman va s'en sortir, mais elle décide d'écrire, puis on voit quand même une lueur d'espoir à la fin de ton livre. Elsa, à la fin, comme on en a parlé, est quand même assez positive, assez... en fait, voit le futur d'une manière optimiste. Même si on s'imagine que ça va pas nécessairement s'améliorer, on voit quand même que ça finit sur une note optimiste. Marie-Josée, la suite est à venir, mais malgré tout, on est beaucoup dans l'espoir et dans le positif. Donc, je voudrais quand même peut-être, avant de finir, de revenir sur cette idée-là de positivité dans vos romans. Pourquoi avoir choisi de finir comme ça? Bon, je peux peut-être me lancer. J'avoue que c'était une posture personnelle. Quand je suis un peu prise devant le désarroi, je me dis comment qu'on peut faire pour continuer ou comment on fait pour s'en sortir. Puis la réponse pour moi vient toujours par l'écriture, par la création. Puis je pense que chaque personne a peut-être sa propre réponse. Mais une fois qu'on détruit un peu les murs puis qu'on voit qu'est-ce qu'il y a autour de nous, dans quel monde on habite ou quand on se déconstruit, comment on fait pour se reconstruire après cette destruction-là interne de tous nos savoirs qu'il faut démentir. J'ai l'impression, pour moi, ça passe par l'écriture, par une forme d'art qui permet en quelque sorte d'exister autrement, que ce soit par papier ou que ce soit par simplement cette écriture qui permet peut-être d'être lue par quelqu'un d'autre. Donc, il y a nécessairement un rapport dialogique, je pense, dans l'écriture. Sauf moi qui fais lire mes trucs à personne. Mais vous comprenez un peu ce que je veux dire, mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être un espoir là, parce que dans l'écriture, on est nécessairement dans l'imaginaire. Et si on est dans l'imaginaire, c'est déjà qu'on croit à quelque chose. Et si on croit à quelque chose, ça veut dire que c'est pas une fin pessimiste. Mais c'est là où j'en suis en même temps. Je suis curieuse d'entendre les autres. Oui, je suis vraiment d'accord que le pouvoir de l'imagination qu'ont les écrivains, c'est un atout dans la réflexion, la façon de penser la crise, l'avenir. Le futur possible. Moi, je voulais absolument une fin pas négative, mais aussi ouverte, parce que c'est ce que je raconte. Je le sais pas, c'est quoi la suite. C'est un peu le propos du livre, c'est-à-dire on est dans l'inconnu, on est en transition vers quoi, on le sait pas. Savons-nous vivre dans l'incertitude, dans la précarité, dans le doute et l'ignorance même, je dirais, sans être désespérés? Alors, il fallait que ça soit ouvert, ma fin, pour ces raisons-là. Il y a quelque chose aussi d'être en relation avec le lecteur qui peut se l'imaginer, cette fin-là. J'avais besoin que lui, le lecteur, elle, la lectrice, puisse se placer aussi en posture de « moi, qu'est-ce que j'imagine ». Là, je suis en train d'écrire le scénario du film adapté, puis on a changé un petit peu la fin. C'est encore plus ouvert, je dirais, puis c'est encore plus... On inclut le spectateur dans la réflexion sur le futur. Puis je pense que c'est un petit peu notre rôle là, comme écrivain d'interpeller les gens pour que ça ouvre des portes. J'ose espérer que ça ouvre des portes dans leur tête.
Parenthèse que j'ai vraiment hâte de voir le film aussi. De voir comment ça va être. C'est long, oui, C'est un j'imagine. long processus. Donc, on va être patiente. Marie-Josée? Oui, intéressant d'entendre votre vision. Moi aussi, je voulais quelque chose d'optimiste qui soit porteur d'espoir. Euh, Parce que, ben, comme lectrice moi-même, quand je vais lire, surtout en ce moment, j'aime les livres qui vont m'apporter un peu de lumière au moins. Alors, j'ai cherché à faire ça. Et pas juste d'être dans l'optimisme, mais aussi dans une posture d'équilibre. C'est ça que j'essaie de viser. Je suis en train de planifier là, la fin de la trilogie. Là. J'ai commencé à écrire le tome 3, le tome 2 est chez l'éditeur. J'attends les commentaires. Et c'est ça. Comment on peut atteindre l'équilibre à tous les plans, à l'intérieur de soi, dans nos relations avec l'autre sexe ou l'autre genre, les relations avec la nature aussi, trouver notre point d'équilibre à travers tout ça. Et à travers notre réalité physique, spirituelle, c'est un tout. C'est un tout pour moi. Merci beaucoup. C'est ce qui clôt la table ronde. En fait, il va y avoir une période de questions, mais donc, merci vraiment beaucoup d'avoir été avec nous. Donc, je propose qu'on applaudisse. Merci. Donc, on a une quinzaine de minutes. Si vous avez des questions, là, autant en Zoom qu'en présentiel, vous pouvez vous lever puis aller au micro là, juste derrière, en avant, pour poser vos questions. Donc, n'hésitez pas. Bonjour, merci d'être là. J'ai une petite question qui n'est peut-être pas très simple, mais je trouve intéressante. Comment voyez-vous, pouvez-vous imaginer si c'était pas le patriarcat qui avait pris le pas sur l'histoire, mais le matriarcat, mais en conservant que les femmes gardent le pouvoir d'enfanter? Et pensez-vous que l'avenir aujourd'hui serait différent, point de vue écologique et point de vue politique? Voilà. Bon courage. Moi, je Ben, suis spécialisée. Vas-y. Oui. oui, ben, dans le fond, c'est ce que j'écris. J'ai imaginé une société matriarcale. Alors, je pense que oui, je pense que ce qu'on sait des sociétés matriarcales, on n'aurait pas un système capitaliste. Ce serait probablement plus axé sur la redistribution des richesses. Et quand il y a une redistribution, ça veut dire qu'il n'y a pas de thésaurisation. Et une grande partie du problème écologique, c'est la thésaurisation, n'est-ce pas? C'est l'accumulation à n'en plus finir de richesses, là. Alors, j'espère que ça répond un peu à la question. J'ai lu un peu aussi sur ces sociétés matriarcales. Je sais qu'il y en a qui préfèrent le terme matriciel ou matrilinéaire parce qu'on n'a pas de preuve que les femmes dominaient les hommes, plus que c'était peut-être dans un monde. Mais le terme, on l'utilise plus, c'est plus connu, c'est plus, on le comprend mieux comme ça. Mais des fois, il y en a qui préfèrent mettre certaines nuances. Ce que je trouve intéressant, cette idée que il y avait pas nécessairement d'une domination nécessairement d'un genre à l'autre dans ces sociétés-là. Et une autre chose, ces sociétés-là évoluaient, entre guillemets, plus lentement parce qu'il n'y avait pas nécessairement de révolution industrielle ou de grandes découvertes qui, en fait, se faisaient en disruption, je pense que c'est un terme en anglais, disruption, en conflit avec les éléments autour et que tout se faisait peut-être plus lentement dans le but de voir comment ça s'adapte, comment les choses s'influencent entre elles. C'est pour ça que ça a pris peut-être autant de temps pour que l'écriture advienne. Ça a pris autant de temps parce que tout se faisait plus pour voir comment les choses réagissent l'un envers l'autre. Donc moi, je me demande si on avait été justement dans cette société-là pour toujours, disons, j'ai l'impression qu'on n'aurait pas été dans un monde qui est autant en conflit avec notre planète, qui est autant qui est impossible en fait à tenir. On peut pas continuer à vivre comme ça pour toujours. Ça marchera pas. Donc, c'est peut-être là-dessus, peut-être que ça pourrait être intéressant de se l'imaginer comme sans crise écologique ou ça veut pas dire que ce serait une meilleure société pour autant, mais il y aurait peut-être quand même des éléments différents. Et
Et la venue du patriarcat, selon Françoise d'Aubonne, ça a été vraiment un conflit parce que le récit de Gilgamesh en parle. C'est une espèce de dieu qui tue la déesse mère, réussit à la vaincre, mais ne la tue pas, la marie et fait brûler son hymen sur la place publique. Et les hommes dansent autour, sont super contents puis ils se réjouissent. Donc il y a quelque chose un peu on marie la déesse mère. Pour elle, c'est comme une histoire écrite d'un changement de régime et que ce serait pour ça aussi qu'on a encore des histoires par exemple, les Amazones qui posent conflit, on a peur. Pour elle, on dit on terrorise seulement quand on est terrorisé. Et donc, ça explique pourquoi il y a une espèce de pression qui va continuer à se faire parce qu'on a peur d'une espèce de pouvoir qui pourrait ressurgir. C'est intéressant quand même aussi cette idée que ce monde matriarcal-là, je pense pas qu'il a disparu non plus complètement si on parle de filiation, on parle de savoir transmis. Oui, ça serait intéressant. C'est vraiment une bonne question. Moi, je suis pas du tout spécialisée, mais c'est vraiment une réflexion personnelle, mais je me dis tout de suite d'emblée, mais pourquoi est-ce qu'il faut qu'il y ait un patriarcat ou matriarcat? Pourquoi il n'y aurait pas juste une société où il n'y a pas de domination entre les deux genres? Je me pose toujours cette question. Et s'il y avait ni l'un ni l'autre, tu sais, dans le fond, le problème, c'est la domination, la hiérarchie. Après, c'est intéressant par rapport à la temporalité, par rapport au fait que les femmes sont dans quelque chose de plus lent. Moi, il y a vraiment une idée que je voulais développer dans mon roman qui était si le temps n'était pas pensé dans la linéarité, donc dans le cycle, l'idée étant qu'il n'y a pas un objectif précis, mais qu'on est dans quelque chose de perpétuellement en mouvement puis qui se transforme tout le temps. Alors, c'est sûr que notre société complète, faudrait qu'elle soit repensée pour pas qu'on soit dans un temps linéaire. Je pense qu'il y a quand même beaucoup d'alternatives là, nouvelles qui nous invitent à être dans quelque chose de plus cyclique, mais on est loin du but. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Merci beaucoup pour vos réponses. Est-ce que dans le public, on avait d'autres questions? Oui, génial. Bonjour, merci pour la présentation de vos œuvres qui me donne envie de les lire. J'avais une question par rapport au domaine politique. Quelle est la représentation du politique? Quelle machine vous avez mise en place dans vos romans? Voilà, merci. Quelqu'un veut s'en lancer? Je vais y aller. C'était un défi d'essayer de réfléchir. On est tellement imprégné par notre propre culture, d'essayer d'imaginer d'autres modes de pouvoir. Et finalement, le choix de régime politique que j'ai fait, c'est basé sur le consensus. Je me suis inspirée de mes propres expériences de communautés qui utilisaient un mode de décision consensuel. Et c'est ce que j'ai adapté. Et chaque communauté dans la massalité, l'univers que j'ai créé, est dans le fond autogéré, mais il y a une collaboration entre les communautés. Donc, chacune est souveraine en un sens, mais il y a une reconnaissance que la terre, on n'en est pas propriétaire. L'idée de propriété n'existe pas dans la société bassalaise. Alors, il y a une réponse, c'est plus un devoir d'intendance, et donc qui est partagé, qui est commun. Et en ce sens-là, c'est pour ça qu'on a un gouvernement quand même planétaire pour décider des enjeux qui ont une portée vraiment planétaire. Moi, ce sera court là, parce que c'est vraiment pas très développé dans mon livre, mais on peut dire que l'intime est toujours politique là, dans le sens où ce que je raconte, il y a quand même des personnages qui ont peur, des migrants, qui pour moi représentent c'est un peu des archétypes. Dans le fond, c'est ce qui se passe dans le manoir. Chaque personnage représente un peu une posture sociale ou politique. Donc, Nils, il a peur des migrants, il incarne vraiment cette posture presque survivaliste aussi par moment, puis très protectionniste. Il y a sa sœur, il y en a qui sont plus
dans se protéger leur individualité. Puis moi, évidemment, ce que je propose, c'est la vision de Yona, qui est vraiment un personnage qui, elle, n'est pas dans la possession. Puis ça rejoint un petit peu ce qu'on vient d'entendre, mais c'est l'idée de perdre certaines assises, certains acquis. Puis ça passe même par son rapport à la nature qui est transformé. Nils, le personnage de Nils, pleure chaque arbre qui n'existe plus ou qui va mourir, puis elle est comme, c'est beau, c'est nouveau, on sait pas c'est quoi. C'est ça, il y a comme, j'imagine peut-être politiquement qu'on pourrait s'ouvrir à d'autres modèles sans être comme toujours dans un deuil. C'est-à-dire, on est dans un deuil, mais un deuil qu'on traverse sans, en étant comme plus heureux de peut-être imaginer autre chose. Ouais, je pense que c'est tout. Rapidement aussi, moi, ce que j'avais écrit, c'était, il n'y avait pas vraiment de gouvernement. Il y en a un, mais on ne sait pas trop c'est qui. On ne sait pas trop c'est qui prend les décisions. On ne sait pas trop comment ça fonctionne. Mais comme tout le monde s'observe, tout le monde regarde tout le temps. En fait, tout le monde applique la loi sur les autres. Tout le monde a ingéré un discours puis l'applique aux autres. Et finalement, tout le monde se gouverne. Puis c'est un petit peu ça le travail du verre et des transparences. Parce que c'était un peu aussi pour travailler l'idée du regard médiatique des réseaux sociaux qui domine un peu en quelque sorte de plus en plus nos vies. Là. Je suis chanceuse, c'est venu un petit peu plus tard dans ma vie que d'autres personnes plus jeunes, là. Mais comment on se régule, on s'autorégule beaucoup. Et je me souviens plus c'est qui me disait ça, c'est pas dans un livre, c'est quelqu'un qui disait on pensait qu'il allait avoir un Big Brother, mais c'est des millions de Little Brothers qui nous observent. Puis c'est un petit peu plus dans cette optique-là que le gouvernement non nommé en arrière-plan, qu'on sait pas trop c'est qui, c'est un peu cette idée que c'est pas vraiment important dans le fond le régime tant qu'on s'observe nous-mêmes puis qu'on applique la loi sur nous-mêmes. Est-ce qu'on avait d'autres questions dans la salle ou sur Zoom par hasard? Nous, on a encore quand même quelques questions. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vais peut-être revenir sur l'idée du corps, hein, parce que dans les romans, puis notamment dans ton roman, Elsa, la crise va avoir des répercussions sur le corps. Donc, on se rappelle qu'elle va manquer de nutriments, elle ne va pas manger assez, il y a une restriction évidemment des vivres et tout ça, et elle va avoir du mal à produire son lait, donc pour son enfant et tout ça. Marie-Josée, le corps a une grande importance dans le roman. Il est forcément investi par la maternité, hein, qui est omniprésente. Élise, on parle beaucoup du corps, de la beauté, de l'apparence. Il y a un peu cette idée-là de corps, survivance qui est liée. Je ne sais pas ce que ça vous amène comme idée, comment vous l'avez travaillé peut-être dans vos travaux, œuvres. Oui, ben c'est la base de mon livre, c'est le corps féminin. Vraiment, c'est ce qui m'a inspiré dès le tout début parce que c'est parti d'une intuition de ce que je vivais comme mère. J'avais l'impression que cette expérience corporelle de cette porosité avec un autre être qui me colonisait presque, puis j'avais l'impression que c'est ce corps décloisonné, que les contours sont flous, l'allaitement, on est tellement liés de manière très, très intime. Ça me faisait replonger dans des souvenirs de ce corps décloisonné de quand j'ai eu des expériences de certaines drogues. Puis je trouvais ça tellement étrange comme comparaison. C'est quand même étrange, mais c'est parce qu'avec la drogue, on le recherche artificiellement, cette espèce d'état où est-ce qu'on est aliéné, il y a comme une substance qui entre en nous, puis c'est un rapport au monde où on perd le contrôle. Puis après, la maternité, on le vit de manière forcée, mais d'une façon ou d'une autre, ces expériences-là, pour moi, elles étaient inspirantes pour réfléchir à ce monde dans lequel on a mis des cloisons, des frontières, puis il y a peut-être trop de frontières qu'il faut abolir par rapport à la nature, par rapport aux animaux, à la vie, puis à toutes les classes sociales qu'on a construites. Bon, donc le corps maternel, ce corps poreux, ce corps
qui devient puissant dans sa vulnérabilité aussi parce qu'il est pas, c'est-à-dire, il est traversé. C'est ça l'image que j'avais beaucoup, traversé par le monde au lieu d'être à côté ou avec ou en opposition. Ou c'est d'être traversé par ce qui se passe. Ben c'est aussi ce que je pense qu'on a besoin de faire avec la crise climatique. On faut se laisser traverser par cette crise-là, dans le sens où il faut la prendre dans notre corps, la prendre dans notre réalité, puis pas juste résister puis faut comme contrer la menace. Ben, elle est là, faut vivre avec. Alors, c'était vraiment l'idée d'un corps qui est dans le vivre avec. Pas très beau comme expression, mais en tout cas. Intéressant. Ah, vas-y. Ah, un des, le texte fondateur, donc l'espèce de Bible dans l'univers que j'ai créé, s'appelle la Kiva. Et un des passages clés de la Kiva, qui est dans le fond un des symboles, un des mythes fondateurs de la masculinité, c'est l'acte où une femme donne le sein à un homme qui est en train de mourir le long de la route. Elle n'a plus rien, elle n'a plus de vivre, mais il reste encore un peu de lait et elle fait le geste elle fait le don de son lait à cet homme qu'elle a rencontré sur le bord de la route. Alors, ouais, tout le corps féminin, cette idée de nourrir est vraiment très, très présente dans l'imaginaire. Je trouve que c'est une image forte, puis c'est ce souci de nourrir, du corps maternel qui nourrit, comme je dit, nourrir la vie, c'était vraiment une image clé pour moi que je voulais véhiculer à travers le roman. Merci. J'avoue, dans mon cas, c'était une écriture plutôt négative dans le rapport au corps, au sens où c'est forcé et contrôlé. C'est beaucoup plus sur la performance de la féminité. Et c'était un peu, en quelque sorte, cette idée que on pense parfois choisir ou non si on performe, par exemple, le concours de féminité, c'est quelque chose qui est comme présenté dans ce monde-là comme un choix. On peut y participer ou non, on peut y adhérer ou non, mais en quelque sorte, la narratrice, elle se ramasse forcée à participer dans ce concours. On lui fait des transformations physiques sur le corps. Et c'était un peu cette réflexion que j'avais où on échappe très, très peu au contrôle. Dans notre société en ce moment, on est très contrôlé, on est très dans le contrôle des corps. Heureusement, aujourd'hui, on réussit à décloisonner ça un peu plus et à remettre ça en question. Mais ce rapport malsain qu'on peut avoir envers le corps, de le voir comme une performance, une manière de paraître, c'est peut-être plus l'inverse de justement de le valoriser, de le voir comme fort, de le voir comme capable de faire des choses extraordinaires, mais qu'on se retrouve souvent en tant que femme d'être comme des poupées et on se dit les corps beaux, les corps parfaits, les corps capables, eux ils vont mieux réussir, eux ils vont avoir plus de privilèges et d'une certaine manière oui, mais on est toutes perdants et perdantes dans ce jeu du contrôle des corps, du regard social, de la performance juste de notre concept de beauté. Et ça venait en quelque sorte pour ma part, dans ma famille, ça a été beaucoup de dysmorphie, de haine du corps qui a été transmis de génération en génération. Et je me retrouvais à me dire comment on fait pour contrer ce discours-là. C'est toujours cette idée de quand je serai mince et belle, quand je serai mince et belle, je vais donc être heureuse. Il y a beaucoup de femmes qui tiennent ce discours-là, malheureusement. Et c'était un peu en quelque sorte de montrer les deux revers de quand on y participe, quand on n'y participe pas. Dans tous les cas, on se ramasse dans cette espèce de jeu puis on en sort perdante. Donc, c'est un peu ce côté-là du rapport au corps qui était dans mon roman. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on peut avoir une vision beaucoup plus type sorcière, le mot est sorti, où la revalorisation du corps, de planter ses pieds dans la terre fraîche et d'avoir une autre vision des corps féminins. Je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment fun à explorer en écriture. Donc, c'est cool aussi que ça a été fait dans les autres romans.
Donc, merci beaucoup pour toutes ces belles réflexions, puis aussi pour les questions du public. On remercie nos invités, Élise, Elsa et Marie-Josée. Ce fut vraiment un plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Vraiment, merci beaucoup. Merci, Marion et Alexia. Merci. Donc, nous allons prendre une pause jusqu'à 11h30, puis nous allons revenir pour le dernier panel de la journée. Merci beaucoup. Pour Amy, ici, on va prendre une pause plus informelle autour du café qui va sûrement être très et bon. Et voilà, je voulais aussi saluer Marie-Josée, là, tu vas nous quitter. Ou si tu veux rester pour le prochain panel, tu es la bienvenue, mais si tu as besoin de quitter, n'hésite pas. C'était vraiment un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui, puis on se reparle bientôt. Merci, Marion. Merci à toutes. C'était très intéressant. Merci Au revoir. beaucoup. Pause.